Je vais vous résumer ce livre, Mal de dos, avec ses 8 clés prouvées scientifiquement pour soulager nos douleurs de dos. Et quand on parle de douleurs de dos, on va parler principalement des lombalgies, ce qui se situe en bas du dos, au niveau des reins, sachant que 84% des Français ont eu ou auront une lombalgie selon l'assurance maladie. Et ce chiffre ne fait qu'augmenter. Entre 1995 et 2009, on a observé une augmentation de 14%. Et enfin, on peut dire qu'environ 36% des personnes âgées de plus de 65 ans ont un épisode de lombalgie par an. Et voici la table des matières. On va s'intéresser à comment soulager la douleur avec ces fameuses 8 clés qui vont pouvoir aider. Puis on va parler changement parce que c'est bien beau d'essayer de solutionner. Mais on va voir que dans l'idée, il y a de la prévention, ce qui est assez essentiel pour éviter justement d'avoir des épisodes qui reviennent régulièrement. Puis en troisième partie, on aura la prise en charge de la lombalgie commune qui va pouvoir se dérouler en 3 étapes où on pourra avoir des exercices physiques, de la relaxation, etc. Et enfin, dernière partie, la prévention pour être encore plus dans le dur et éviter les problèmes. On remarque au passage que ce livre a plus de 250 pages et donc est très détaillé, avec plus de 700 références scientifiques. Ce livre est écrit par Sébastien Doudon. Il est kinésithérapeute. Il a lui-même souffert d'une maladie du dos étant adolescent, avant de se consacrer à la kinésithérapie et aussi à l'enseignement du karaté. Et en 2020, il a lancé une chaîne YouTube Santé de faire Just Do It. Un de ses leitmotifs qui me semble très important. C'est très bien la théorie et il en faut, et on voit le contenu de son livre est là pour ça. Mais au bout d'un moment, il vaut mieux faire pour intégrer les choses et éviter certaines problématiques. Bien sûr, en préalable, on insiste pour dire l'importance de consulter un médecin en cas de douleur dorsale pour écarter les pathologies graves, tout en précisant qu'elles représentent moins de 2% des maux de dos. En introduction, on précise que ce livre s'adresse à toute personne souffrant ou ayant souffert de maux de dos, et il est particulièrement pertinent pour les personnes souffrant de lombalgie commune, c'est-à-dire une douleur sans cause grave identifiable. Attention, ce n'est pas une solution miracle, on s'adresse aux personnes motivées à s'investir dans leur propre guérison. Dans la première partie, on va voir nos 8 clés non médicamenteuses validées scientifiquement. Première clé, la chaleur. Une méthode simple et efficace pour soulager les douleurs lombaires. Dans les mécanismes, on aura une augmentation du flux sanguin ainsi qu'une détente musculaire. On va aussi aider à diminuer la raideur et à améliorer la mobilité. Donc on peut penser aux bouillottes, aux patchs chauffants ou encore au bain chaud. On souligne aussi l'importance du confort psychologique. En effet, la chaleur procure une sensation de bien-être et de réconfort qui contribue à la diminution du stress et de l'anxiété. Et cet aspect psychologique est important pour la gestion globale de la douleur. Et aussi, l'auteur insiste sur l'importance d'écouter son corps et d'adapter la méthode de la chaleur à ses propres besoins. Il ne s'agit pas d'une solution miracle, mais d'un outil complémentaire à une prise en charge globale du mal de dos. Clé numéro 2, respiration abdominaux-diaphragmatique. Ce principal muscle respiratoire qu'est le diaphragme joue un rôle crucial dans la stabilité et le contrôle de la colonne vertébrale. Vous pouvez voir au passage mes quelques vidéos autour de la respiration, c'est un sujet très important. Alors une respiration abdominale profonde et régulière va nous permettre de renforcer le diaphragme. En sollicitant le diaphragme de manière optimale, on le renforce et on améliore sa capacité à stabiliser la colonne vertébrale. On va pouvoir aussi diminuer les tensions musculaires. En effet, une respiration profonde favorise la relaxation musculaire, ce qui soulage les tensions et les douleurs lombaires. Et enfin, on aura aussi une réduction du stress. En effet, la respiration abdominale a un effet calmant sur le système nerveux. Elle permet de diminuer l'anxiété et de favoriser la relaxation mentale et physique. Clé numéro 3, les ceintures lombaires. Cependant, attention, c'est un outil à double tranchant. Il peut être bénéfique, mais aussi contre-productif s'il est mal utilisé. D'ailleurs, dans les positions officielles, on déconseille l'utilisation des ceintures lombaires et autres systèmes pour traiter la lombalgie. Mais il y a aussi de nombreuses études scientifiques qui confirment l'utilité des ceintures lombaires dans le soulagement de la douleur. Alors comment vont-elles agir ? On aura à la fois un soutien mécanique, en comprimant l'abdomen et en soutenant la colonne vertébrale, ce qui va réduire la charge sur les muscles et les ligaments du dos. On aura aussi une limitation des mouvements. Donc en restreignant les mouvements, on va prévenir des blessures et soulager la douleur. On aura aussi une augmentation de la proprioception,
car les signaux envoyés au cerveau vont pouvoir améliorer la conscience de la position du corps et de ses mouvements. Au passage, voici un exemple de source que l'on va retrouver très régulièrement dans le livre, que ce soit des guides ou le renvoi à différentes études qui ont pu appuyer la rédaction de ce livre. En clé numéro 4, on va avoir les massages et les automassages, qui peuvent être réalisés par un professionnel ou par soi-même. Et là, on va avoir différents bienfaits, à la fois une diminution de la douleur, notamment lorsqu'il est pratiqué en séance répétée, et l'effet est particulièrement notable pour les lombalgies chroniques. On aura aussi une relaxation musculaire, car le massage va pouvoir aider à détendre les muscles contractés, soulageant ainsi les tensions et les douleurs lombaires. Un massage aide aussi à réduire le stress et l'anxiété. Il pourra avoir un effet calmant sur le système nerveux. Et enfin, et non des moindres, on pourra avoir une amélioration de la circulation sanguine et lymphatique. Et là, on va favoriser l'apport d'oxygène et de nutriments aux tissus et l'élimination des toxines. Donc un thérapeute qualifié pourra faire un massage manuel, et nous-mêmes, nous pourrons faire par exemple des massages au rouleau, ou encore avec une balle de massage. Et ces massages au rouleau ont comme avantage d'être accessibles, d'un coût abordable, et nous rend une certaine autonomie avec une possibilité de pratiquer à tout moment. Bon, par contre, il est moins précis que le massage manuel et il peut être inconfortable au début. Et dans le livre, on va retrouver pas mal d'exemples de matériel pour nous aider à choisir un rouleau de massage. Ici, c'est un exemple pour les rouleaux, mais il en va ainsi pour les balles et autres. Et il nous encourage à tester différentes techniques pour choisir celle qui nous convient le mieux. Il insiste pour dire que l'efficacité du massage pour la lombalgie est soutenue par de nombreuses études scientifiques. Et dans le livre, on va retrouver pas mal d'exemples d'exercices à pratiquer soi-même à la maison. Comme on peut voir ici, c'est juste un extrait, il y a beaucoup plus de planches et de photos qui détaillent tout ça. En clé numéro 5, on a le TENS, acronyme anglais qui en français veut dire neurostimulation électrique transcutanée. Là, on va utiliser des impulsions électriques pour soulager la douleur. On aura des petites électrodes collées sur la surface de la peau, au niveau des zones douloureuses, et les impulsions électriques stimulent les nerfs et modifient la transmission de la douleur au cerveau. Il y a plusieurs études scientifiques qui confirment l'efficacité du TENS pour soulager la douleur et améliorer la fonction chez les patients souffrant de lombalgie. Là encore, dans le livre, on va être guidé dans le choix des matériels avec différents exemples, différents types de matériel avec avantages et inconvénients. Bien sûr, comme pas mal de techniques, pour obtenir des résultats durables, il va être important d'utiliser cela régulièrement, plusieurs fois par jour si nécessaire. Et plusieurs études cliniques ont montré que plus le TENS est utilisé, plus il devient efficace. En clé numéro 6, on va voir les étirements. Et pratiqués régulièrement, ils vont pouvoir aider à améliorer la flexibilité, à diminuer les tensions musculaires et à prévenir les douleurs lombaires. Il parle de l'efficacité controversée des étirements. En effet, certaines études montrent des effets limités des étirements sur la douleur et la fonction. Mais d'autres études, notamment celles portant sur des étirements spécifiques comme les fléchisseurs de la hanche, rapportent des résultats plus encourageants, avec une diminution de l'intensité de la douleur et une amélioration de la mobilité. Donc ici, on va devoir prendre en compte les facteurs influençant l'efficacité des étirements, déjà avec l'origine de la lombalgie, car en fonction des causes de la lombalgie, les étirements peuvent avoir un impact plus ou moins important. Après, on va prendre soin dans les types d'étirements à prendre en compte, et aussi dans la fréquence et l'intensité. Et l'auteur fournit des exemples d'étirements passifs pour le dos, les jambes et les hanches. Donc en conclusion, l'auteur nous dit que les étirements peuvent être un outil complémentaire et utile pour soulager la lombalgie, mais qu'ils ne constituent pas une solution miracle. Il pourra être très utile de les intégrer dans une approche globale, incluant d'autres techniques comme l'exercice physique, la gestion du stress et l'éducation à la douleur. En clé numéro 7, nous allons avoir la traction, cette traction lombaire qui va consister à étirer la colonne vertébrale par diminution de la pression sur les disques et en favorisant aussi leur réhydratation. On va avoir un peu de théorie autour des disques intervertébraux, en détaillant bien le contenu de ces disques à partir de collagène entre autres. Et on notera donc ici que les apports en collagène sont importants et qu'ils pourraient avoir tendance à diminuer avec entre autres la disparition des bouillons d'os. Donc là, une petite partie théorique intéressante quand même pour mieux comprendre comment cela fonctionne. L'auteur semble être convaincu comme moi que la théorie est toujours très utile par rapport à la pratique. En tout cas, on comprend bien qu'une traction sur la colonne va pouvoir diminuer la pression sur les disques intervertébraux, aider aussi à réhydrater ces disques, en améliorant aussi leur fonction et leur capacité d'absorption des chocs. Et aussi, on pourra avoir une réinitialisation du système nerveux, en diminuant la sensibilité à la douleur et en favorisant la relaxation musculaire.
L'auteur souligne que ces techniques de traction peuvent être utiles pour certains patients souffrant de lombalgie, notamment en cas de douleur liée à une hernie discale. Et il conseille de consulter un professionnel de santé pour évaluer si la traction est appropriée à notre situation. Clé numéro 8, activité physique et exercice physique. Et là, c'est beaucoup plus clair, une activité physique régulière est essentielle pour prévenir et soulager les douleurs lombaires. Et il est très clair aussi, le repos au lit est une solution à éviter. En tout cas, un repos prolongé, même si cela peut sembler intuitif en cas de douleur intense. Effectivement, si on reste alité trop longtemps, on pourra avoir une détérioration des muscles et des fonctions corporelles, et aussi des raideurs accrues, des atrophies musculaires, des pertes osseuses, des risques de thrombose, etc. Bon, il rappelle que dans la grande majorité des cas, entre 95 et 98%, la lombalgie n'est pas grave et disparaît en moins de 4 semaines. Il nous encourage donc à reprendre une activité physique dès que possible. Les exercices physiques vont nous permettre de diminuer la douleur et l'incapacité, d'améliorer la fonction physique et la qualité de vie, et de réduire les risques de nouveaux épisodes de lombalgie. Et ça, c'est essentiel. Alors voici les types d'exercices recommandés. On aura des exercices de résistance et de renforcement du tronc ou de renforcement général. Ces exercices visent à renforcer les muscles qui soutiennent la colonne vertébrale, améliorant ainsi la stabilité et réduisant la douleur. On aura aussi des exercices de stabilisation lombaire. Et là, on va cibler les muscles profonds du tronc, responsables de la stabilité de la colonne vertébrale. On pourra avoir aussi le yoga, qui va combiner des postures, des exercices de respiration et de la méditation, ce qui peut contribuer à améliorer la flexibilité, la force musculaire et la gestion du stress. Et on va retrouver dans le livre pas mal d'exemples d'exercices physiques, comme ici le classique dos creux, dos rond. L'auteur conclut la première partie en rappelant que ces 8 clés sont des outils complémentaires qui peuvent être utilisés seuls ou en association pour soulager les douleurs lombaires. Et il est important de trouver la combinaison qui convient le mieux à chaque individu en fonction de ses besoins et de ses préférences. Partie 2, l'heure du changement. Là, on rentre un peu dans le dur, on rentre un peu dans ce qui peut être parfois désagréable, car en effet, si on est victime d'une lombalgie, se questionner sur les causes et pouvoir trouver des solutions pour ne pas les reproduire est probablement la position la plus subtile et la plus intelligente que l'on puisse avoir. Déjà, on insiste bien pour dire que douleur ne veut pas dire lésion. On va ici déconstruire le modèle biomédical traditionnel qui établit une relation causale directe entre la douleur et la lésion. Et on souligne ici que cette logique ne s'applique pas toujours, en particulier pour les douleurs chroniques. Donc là, il insiste pour dire que la douleur, c'est un symptôme subjectif et multifactoriel. En fait, la douleur va être une réponse complexe du système nerveux à divers stimuli. Au passage, je vous renvoie à ma vidéo « La meilleure antidouleur, c'est votre cerveau » qui aborde bien en détail tous ces principes. Donc on est invité à dépasser le modèle biomédical et à aller vers une approche holistique. Donc on va être invité à ne pas se focaliser uniquement sur les lésions potentielles, mais à prendre en compte l'ensemble des facteurs qui peuvent contribuer à la douleur. Et nous voilà donc au chapitre le modèle biopsychosocial concernant la douleur. Alors voilà, pour combler les lacunes du modèle biomédical, l'auteur présente le modèle biopsychosocial qui considère la douleur comme un phénomène multidimensionnel influencé par des facteurs biologiques, psychosociaux et sociaux. Dans les facteurs biologiques, on va retrouver la santé physique, le fait d'avoir des lésions ou pas, mais aussi la génétique, l'âge, le sexe, etc. Et l'aspect psychologique va englober les pensées, les émotions, les croyances aussi, ainsi que les comportements qui peuvent moduler la perception de la douleur. Mais on aura aussi le stress, l'anxiété et la peur de la douleur, en passant par le catastrophisme, la dépression et les troubles de l'humeur qui peuvent amplifier la douleur et contribuer à sa chronicité. Et côté social, l'environnement social, le contexte professionnel, les relations interpersonnelles, le soutien familial, les conditions de vie et les facteurs culturels peuvent également influencer l'expérience de la douleur et sa gestion. Et l'auteur insiste pour dire que ces 3 dimensions sont interdépendantes et s'influencent mutuellement. Par exemple, un facteur psychologique comme le stress peut aggraver une inflammation, facteur biologique, qui peut à son tour impacter les relations sociales, et ainsi de suite. Puis on arrive à la métaphore de la coupe, qui peut nous aider à visualiser le seuil de la douleur. L'auteur utilise la métaphore de la coupe pour expliquer que l'on peut superposer des facteurs biologiques comme l'arthrose, et d'autres facteurs psychologiques et sociologiques, comme par exemple des croyances ou une faiblesse ponctuelle. Et tout ça contribue à remplir cette coupe de la douleur. Et cette image permet de comprendre que la douleur n'est pas seulement liée à la gravité d'une lésion, mais à l'accumulation de différents facteurs
le modèle biopsychosocial met en avant le concept de sensibilisation, qui explique comment le système nerveux peut devenir hypersensible à la douleur, même en l'absence de lésions importantes. Il nous explique que la douleur chronique peut modifier le fonctionnement du système nerveux, le rendant plus réactif aux stimuli douloureux. Et à ce moment, la douleur sera ressentie plus intensément et plus fréquemment, même pour des stimuli bénins. Ce phénomène de sensibilisation explique pourquoi certaines personnes souffrent de douleurs chroniques, malgré l'absence de lésions significatives ou après la guérison d'une blessure. Et il souligne une fois encore l'importance d'une approche thérapeutique globale. Puis paragraphe suivant, on va voir quand la coupe est pleine. Donc il nous le redétaille les 8 principaux contributeurs à la douleur. Alors voilà, en fonction de comment on va pouvoir gérer tout ça et en fonction de l'état de notre coupe, effectivement, en rajoutant par exemple un bon coup de fatigue ou un bon coup de stress, on va pouvoir avoir cette coupe qui déborde et ressentir d'un seul coup une douleur. Avec cet exemple ici, l'arthrose ne sera pas la cause principale de cette douleur lombaire. Il insiste aussi sur les croyances, car en effet les croyances sur la douleur qui sont souvent erronées peuvent influencer les comportements et la perception de la douleur. Par exemple, si l'on croit que son dos est fragile, on risque d'éviter de le solliciter, ce qui peut aggraver les futures douleurs. Donc là, on est invité à identifier et à mettre en place ce qu'il faut pour modifier ces croyances négatives. Enfin, il insiste pour dire aussi que la douleur est une expérience subjective et chacun pourra avoir d'autres facteurs individuels qui pourront influencer sa perception. La conclusion de cette partie, c'est l'importance d'une approche personnalisée. En effet, on est tous différents. On aura tous notre propre manière à remplir cette fameuse coupe. Puis un paragraphe qui va démontrer un tas d'options pour changer, car en effet, puisqu'il existe de multiples facteurs qui peuvent contribuer à la douleur, il existe également de multiples façons d'agir pour la réduire. Donc 2 stratégies clés pour gérer la douleur, vider la coupe ou élargir la coupe. Pour vider la coupe, la stratégie va consister à diminuer l'influence des facteurs qui contribuent à la douleur. Quant à élargir la coupe, cette stratégie vise à augmenter la capacité à gérer les différents facteurs de stress de la vie, augmentant ainsi le seuil de tolérance à la douleur. L'auteur compare cette approche à l'entraînement physique. De la même manière qu'on peut renforcer sa force et son endurance musculaire, on peut également renforcer sa résilience face à la douleur. Là, ça me fait tout de suite penser à ma dernière vidéo antifragile, où effectivement embrasser l'inconnu et l'inconfort va forcément aider à nous renforcer sur différents plans. Bien sûr, l'auteur souligne un point très important, il n'est pas nécessaire de s'attaquer à tous les facteurs en même temps. Attention au risque de crash. Améliorer 1 ou 2 éléments clés peut suffire à ressentir déjà une différence significative. De plus, il n'est pas toujours nécessaire de corriger les anomalies visibles sur les examens d'imagerie comme l'arthrose. En agissant sur les autres facteurs, il est possible de diminuer la douleur même en présence de ces anomalies. Et là, c'est essentiel, sortir de cette croyance, on m'a détecté de l'arthrose, je suis foutu, je m'en sortirai jamais. Eh bien non. Donc on pourra prioriser les actions en fonction des circonstances, en prenant en compte aussi les besoins de chaque individu. Par exemple, il pourra être plus judicieux de se concentrer sur la gestion du stress en période de forte tension, tandis que l'amélioration de la condition physique pourra être une priorité pendant les périodes plus calmes. En conclusion, il insiste pour dire l'importance de l'autogestion et de l'espoir. Alors, en conclusion de la partie 2, l'auteur insiste sur le changement de perspective nécessaire pour mieux comprendre et gérer la lombalgie. Il nous encourage à abandonner la vision simpliste de la douleur comme étant uniquement le résultat d'une lésion et à adopter une approche biopsychosociale qui prend en compte la complexité de la douleur et ses multiples facteurs contributeurs. On a ici un éventail d'options pour changer et gérer la douleur. Partie 3, prise en charge de la lombalgie commune. On va avoir ici un guide détaillé en 3 étapes. On aura une approche structurée et progressive pour traiter le mal de dos, en tenant compte de la durée et de l'évolution des symptômes. Première étape, la poussée aiguë de lombalgie. Donc ici, on va avoir une douleur intense, une apparition soudaine, généralement d'une durée inférieure à 4 semaines. L'objectif va être de soulager la douleur, de reprendre une activité normale et d'éviter le passage vers la chronicité. On va nous proposer un traitement en autogestion en trouvant des solutions parmi les 8 clés décrites précédemment. On pourra aussi apprendre la tolérance et l'adaptation en comprenant que la douleur est une expérience normale et qu'elle va s'atténuer progressivement. On va adapter son activité physique en fonction de la douleur sans rester inactif. En tout cas, il résume ici avec ce petit schéma, une lombalgie peut nous faire peur de faire des mouvements douloureux, avec cette peur de nous faire mal, qui pourrait nous conduire à une inactivité physique, entraînant une perte de l'habitude de bouger, qui pourra à son tour entraîner faiblesse et raideur. Donc en conclusion de cette première étape, la prise en charge de la poussée aiguë de lombalgie repose sur une approche active,
centré sur l'autogestion, la tolérance à la douleur, l'adaptation de l'activité physique, voire un soutien professionnel si nécessaire. 2 intérêts, reprendre le contrôle sur son mal de dos et éviter le passage à la chronicité. Justement, étape 2, la lombalgie à risque de chronicité. Donc on peut être dans le cas de lombalgie subaiguë, avec des douleurs qui persistent entre 6 à 12 semaines, ou encore de lombalgie chronique, celles qui vont perdurer plus de 12 semaines, voire récidivantes, avec des poussées aiguës de lombalgie qui réapparaissent moins de 12 mois après guérison. Et l'objectif ici sera de prévenir le passage à la chronicité, de gérer la douleur, d'améliorer la fonction et la qualité de vie. En tout cas, dans cette partie, comme dans les autres, l'exercice physique va être la pierre angulaire du traitement. C'est le traitement principal de la lombalgie chronique. L'exercice physique va permettre de réduire la douleur et l'invalidité à court terme et à long terme. Il va permettre aussi d'améliorer l'équilibre et permettre la reprise des activités quotidiennes. On peut envisager des exercices de renforcement musculaire, d'étirement, et à souligner aussi des exercices de contrôle moteur pour améliorer la coordination et la stabilité. Et là, on n'est pas forcément habitué à ce genre d'exercice. Il nous parle d'une méta-analyse de 2020 qui a démontré que la combinaison de renforcement musculaire avec des exercices d'étirement ou d'aérobie effectués 2 à 3 fois par semaine est recommandée pour la prévention de la lombalgie. En étape 3, on traite la lombalgie récalcitrante. Ce sera le cas de douleurs persistantes malgré une prise en charge active de l'étape 2. On aura comme objectif de gérer la douleur, d'améliorer la fonction et la qualité de vie. On pourrait être amené à rechercher les facteurs psychosociaux importants qui font obstacle au rétablissement. Et là, il pourrait être très utile d'avoir une prise en charge globale par différents types de thérapeutes. Et des études ont comparé l'efficacité des programmes de réadaptation multidisciplinaire à celle de la chirurgie pour la lombalgie chronique non spécifique. Les résultats suggèrent qu'il n'y a pas de différence significative entre les deux approches en termes d'effet sur la douleur, l'incapacité et le retour au travail. De plus, la chirurgie est associée à un risque accru d'effets indésirables, ce qui renforce l'importance de privilégier les approches conservatrices comme la réadaptation multidisciplinaire, sauf dans des cas très spécifiques. Puis il nous parle d'évaluation et de suivi de la lombalgie, avec comme outil à la fois des examens cliniques, où un médecin pourra évaluer la mobilité, la posture, les douleurs et les recherches de signes de gravité. En tout cas, on insiste pour le carnet de bord qui sera un outil précieux pour l'autogestion. Même après un passage chez le médecin ou un spécialiste, on pourra noter tout ce qu'il nous dit, essayer de bien comprendre, poser des questions, devenir acteur. On souligne aussi l'importance de la prévention, avec la prévention primaire qui vise à combattre les facteurs de risque de lombalgie, que ce soit l'obésité, la sédentarité ou les mauvaises postures, puis la prévention secondaire, pour prévenir les récidives de lombalgie chez les personnes ayant déjà souffert de mal de dos, avec de l'exercice physique régulier, la gestion du stress, etc. Et la prévention tertiaire, pour diminuer les effets de la lombalgie chronique et améliorer la qualité de vie, avec les programmes de réadaptation, etc. La conclusion de l'auteur est un appel à l'action pour un avenir sans mal de dos. En effet, le mal de dos est à la fois un défi individuel et sociétal. Ce mal de dos, souvent qualifié de mal du siècle, représente un fardeau considérable tant pour les individus que pour la société. De plus, il représente un coût important pour les systèmes de santé. Il nous dit que la science est au service du soulagement de la douleur. On voit bien dans ce livre ces 731 études scientifiques qui conduisent au contenu qui vient de nous être présenté. Et il insiste beaucoup sur son modèle biopsychosocial qui, je pense, est essentiel pour la compréhension des douleurs. Et on pourra garder en tête l'analogie de la coupe qui pourra nous aider dans toutes les actions de prévention qui va être propre à chaque individu. Et sa conclusion se termine par un appel à l'action, invitant les lecteurs à mettre en pratique les connaissances acquises dans le livre pour prendre en main leur santé et prévenir le mal de dos. Et il est proposé aussi également des ressources supplémentaires, que ce soit sur le site web de l'auteur ou sur sa chaîne YouTube, ainsi que l'usage d'un carnet de bord pour suivre l'évolution de la douleur et les progrès du traitement. Voilà, quant à mes conclusions personnelles, je vais avoir très peu de choses à rajouter, tant je suis très en phase avec tout ce qu'a écrit Sébastien Doudon. Je soulignais ici la qualité de son travail, car effectivement cela s'appuie sur beaucoup d'études, ça peut être rassurant pour certains. Souligner aussi le fait qu'il met à la disposition ce livre gratuitement, suivant une licence qui permet de le redistribuer. Vous pouvez aller sur son site pour vous le procurer. J'aime beaucoup cette démarche qui consiste à apporter des éléments théoriques pour mieux comprendre ce que l'on peut être amené à vivre, ainsi que son incitation à l'action, avec ce beau jeu de mots sur la santé de faire F-A-I-R-E, car effectivement la théorie va être essentielle à mon sens pour bien comprendre
et arriver à se motiver dans le temps. Mais au bout d'un moment, il n'y a qu'en faisant et en ayant une certaine régularité que l'on va pouvoir se maintenir en santé le mieux possible. Et pour ma part, ayant vécu aussi un certain nombre de douleurs, je peux confirmer que tout ce qui est détaillé ici va vraiment dans le bon sens pour la plupart d'entre nous. Voilà, vous pouvez rejoindre cette chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre en bas de cette vidéo pour la supporter ou pour accéder à une version longue de ce livre. Voilà pour le résumé de ce livre.